Bon, une petite introduction à 1 minute du début. Merci en tous les cas d'être parmi nous en ce jour férié. On va essayer d'enrichir ce confinement comme on a su le faire la première édition, entre guillemets. Pour le coup, moi, pour ceux qui me connaissent, donc, je suis Jérémy, je suis podologue et fondateur de Didoc. Donc, je vous invite, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur tout ce qui est aide au diagnostic, envoi de vidéos de rééducation pour ces patients en période de confinement qui est très utile, tout ce qui est outils d'éducation thérapeutique, d'optimisation de la prise en charge. Et je suis ravi de faire ce webinaire ce soir parce que je rejoins docteur Thibaut Noailles, qui est quelqu'un qui est toujours demandeur à donner de l'information aux paramédicaux et aux médicaux. Euh, Voilà, donc il a vraiment cette démarche-là. Donc j'avais eu la chance aussi de rencontrer Alexandre Hardy, qui fait partie de la clinique du sport de Paris. On avait fait un congrès pendant le confinement de très très haut niveau. Donc voilà, je sais que ce soir ça va être top. Et donc j'aurai le plaisir de rencontrer un peu plus Jérémy Cognot, qui est à la clinique du Parc à Lyon. Donc vraiment, je félicite aussi. Ça, c'est un des rares avantages du confinement, on va dire, c'est de pouvoir faire des conférences avec des Lyonnais, des Parisiens et des Bordelais en même temps en live et pouvoir avoir ce condensé de compétences. Donc, pour commencer, ce que je vous propose, c'est que pour chaque intervenant qui va prendre la parole, donc on va commencer avec Thibaut. Je vais te donner les droits en attendant pour que tu puisses te mettre en place avec le partage d'écran. Hop, je vais arrêter mon partage d'écran pour le coup. Je pense que tu peux prendre la main sur mon partage d'écran, Thibaut. Ouais. Euh, pour rendre un petit peu la chose un petit peu sympathique pendant l'apéritif en ce jour férié, et comme il y avait des régions différentes, je proposais, les chirurgiens ont bien voulu me suivre là-dessus, que chacun commence l'introduction de son intervention par un petit conseil d'apéritif, avec ou sans alcool, attention, bien sûr, sur ou quelque chose de sa région, mais quelque chose qui conseille à goûter pendant cette période de confinement. Donc voilà, ça va illustrer un petit peu l'ambiance de ce webinaire. Déjà, bonjour à tous. Merci Jérémy de cette invitation encore. Et c'est vrai qu'on a fait pas mal de choses en commun, médicales, paramédicales. C'était toujours hyper intéressant de pouvoir échanger. Alors, si je dois échanger sur l'apéro, je suis vraiment pas mauvais en apéro, mais moi, c'est pas lié à ma région. Je suis à Bordeaux, mais moi, c'est la bière et notamment les IPA. Je vous encourage à essayer certaines brasseries. Vous verrez qu'à un moment, il y a le logo dans la présentation, notamment la brasserie Popin, qui est une brasserie française. Et puis après, il y a plein de choses sympas en Angleterre, en Norvège. Essayez les IPA, c'est très sympa. Là, tu fais carrément de la pub, toi. Ouais, bah, quand c'est français, je fais de la pub, ouais. 11 novembre, quand c'est français, je fais de la pub. Ouais, Popin, c'est bien en même temps. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Bon, c'est après sur l'objectif du topo, ça sera surtout de pouvoir balayer toute la pathologie méniscale avec des topos qui seront assez courts pour qu'il y ait vraiment les take-home messages, qu'on ait sur 40 minutes de présentation quelque chose d'assez exhaustif et qu'à la fin on ait 20 minutes de discussion. Parce que l'idée, c'est surtout pas de vous étaler notre science, ça n'a aucun intérêt. C'est surtout vous dire les messages importants et après pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est ça qui rendra la présentation intéressante pour vous comme pour nous. Alors moi, la présentation, j'ai pas de conflit d'intérêt. Tout ce qui va vous être présenté, et c'est pareil sur mes copains, c'est que des données validées par la littérature. Faites hyper attention à tout ce qui vous est présenté comme nouveauté, comme quelque chose de révolutionnaire. Il faut toujours le confronter à la littérature et la littérature scientifique de qualité, ce qu'on appelle la lecture critique d'un article. Soyez vraiment vigilants là-dessus. Et puis après, il y a pas mal de données qui sortent de ces deux bouquins, The Meniscus et l'arthroscopie, qui ont été créés par certains de nos maîtres, notamment le professeur Beaufils. Alors le plan, moi je parlerai d'épidémiologie et d'examen clinique assez rapidement. Je passerai ensuite la parole à Alexandre qui parlera de nomenclature et un plaidoyer pour l'abstention. Vous verrez ce qui serait important de sortir de cette présentation, c'est surtout toutes ces lésions méniscales qu'on ne doit pas opérer, c'est-à-dire où Alexandre, Jérémy, Mathieu et moi, on ne sert à rien. Et ensuite, Mathieu et Jérémy parleront de la chirurgie, c'est-à-dire la ménisectomie ou la suture. La fréquence de ces lésions, alors c'est très très fréquent. C'est fréquent quand c'est une lésion traumatique, quand c'est une lésion dégénérative. Il faut déjà que vous ayez en tête ce distinguo
entre la lésion traumatique, qui souvent fait partie d'un traumatisme global du genou et donc peut être associé à une lésion du croisé. C'est le sujet jeune, accident sportif, qui arrive à décrire dans son histoire de la maladie, ben, j'ai eu mal à partir de telle date. Différencier ces lésions-là de la lésion dégénérative, beaucoup plus fréquente, qui arrive après 50 ans et le patient dit, en fait, cette douleur s'est installée de façon insidieuse, il ne décrit pas une date précise du début de ses symptômes. Et vous voyez la prévalence des lésions méniscales dégénératives dans la population générale, ben, quand on arrive à 50 ans, c'est déjà 30%, et quand on dépasse les 70 ans, on est au-delà de 50%. Donc c'est très, très fréquent chez des patients qui se plaignent de rien. Ce diagramme, il veut dire qu'on prend 100 personnes de 70 ans dans la rue, on leur fait une IRM et on retrouvera une lésion méniscale dégénérative. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop faire d'IRM, on va y revenir. Et malheureusement, ça entraîne parfois des chirurgies qui ne sont pas très justifiées. On a encore beaucoup de méniscectomies, c'est-à-dire on retire ce ménisque sous arthroscopie. On en a encore beaucoup en France, près de 150 000. Et ça se justifiait malheureusement souvent par le fait que cette chirurgie placebo, comme le présentera Alexandre, eh ben, elle est quand même assez bien rémunérée et bien cotée par la CCAM. Donc attention à ces gestes qui ne sont pas anodins puisque ça peut arriver à des catastrophes et notamment l'accélération du processus d'arthrose puisque ces lésions méniscales dégénératives sont des lésions de préarthrose. Vous voyez sur le diagramme de droite, c'est juste pour vous dire que le ménisque, ce n'est pas juste un bout de fibrocartilage dans le genou, c'est quelque chose de très important qui prend en charge plus de 1500 newtons à chaque pas. Donc, quand on enlève un ménisque, ben on augmente les contraintes sur le compartiment concerné de plus de 235%. Donc, c'est une catastrophe pour le devenir du genou. Alors, l'examen clinique. L'examen clinique, c'est l'histoire de la maladie, on vient de le dire. L'interrogatoire, savoir bien interroger nos patients. Et puis, l'examen physique, là, c'est déjà une erreur, ce que je viens de mettre dans ma slide, c'est l'examen physique. Parce que quand on regarde la définition dans le Larousse, il dit l'examen clinique fait suite à l'interrogatoire. Non, l'examen clinique, c'est l'interrogatoire plus l'examen physique. C'est l'association de ce feeling, de cette intelligence sociale à interroger correctement notre malade avec un sens clinique et une rigueur et quelque chose qui est plus encadré. C'est-à-dire que vous devez absolument interroger correctement vos malades pour retrouver une concordance entre leurs plaintes, pourquoi je suis venu vous consulter, vous le chirurgien, vous le médecin, vous le podo, vous le kiné, pourquoi je suis venu vous consulter, une concordance avec cette plainte, l'examen clinique et les examens paracliniques que vous demanderez. C'est pour ça qu'il y a encore une importance majeure du clinicien, c'est d'être au centre de tout ça et de pouvoir retrouver la concordance dans l'histoire de la maladie, dans la plainte, dans la clinique et dans la paraclinique. À l'interrogatoire, ce qui serait important, on l'a vu juste avant, c'est les meniscal symptômes, c'est-à-dire que la douleur n'est pas forcément un signe méniscal, le ménisque n'est pas énervé, c'est les conséquences de la lésion méniscale, l'inflammation dans le genou qui va entraîner la douleur. Et vous pouvez retrouver à l'interrogatoire les meniscal symptômes type blocage, le véritable blocage méniscal, ou des signes d'inflammation avec des douleurs positionnelles. Donc, interrogez correctement vos malades pour retrouver après, dans votre examen clinique, ces douleurs méniscales. Le premier signe, c'est le signe de Houdard. On va retrouver sur l'interligne la zone douloureuse. C'est-à-dire qu'à la palpation, vous mettez vraiment à 90 degrés de flexion, vous allez rechercher l'interligne en partant du ligament patellaire, vous retrouvez l'interligne là où c'est le plus facile, et vous allez glisser au fur et à mesure pour retrouver la zone douloureuse. Et à chaque fois, vous demandez bien à votre patient, est-ce que c'est ta douleur? Parce qu'on peut aussi appuyer comme une brute sur le genou. Il faut toujours demander, est-ce que c'est ta douleur? Et ensuite, vous allez mobiliser le genou en dynamique pour du signe de Houdard qui est statique, passer à un examen dynamique et rechercher le ressaut méniscal. Vous avez retrouvé avec le signe de Houdard la douleur méniscale. Vous passez en dynamique avec le McMurray ou le signe de Hapley. Le McMurray. Et là, vous allez rechercher le ressaut méniscal. C'est un signe dynamique comme le signe de Thessalie que je ne décris pas ici, mais qui va vous permettre de mettre en évidence le caractère instable de la lésion. Autre chose, le Grindin test, très connu et très décrit dans les bouquins, c'est un signe qui est très sensible. On arrive souvent à déclencher des douleurs, mais qui est très peu spécifique. Le patient est en position ventrale et l'on vient à 90 degrés, on vient positionner le genou et exercer une pression au niveau du talon et mobiliser en rotation interne, rotation externe. Donc, signe très sensible, mais assez peu spécifique.
On arrive à déclencher des douleurs, c'est pas pour autant que cette douleur elle sera méniscale. À partir du moment où votre interrogatoire est bien conduit, que vous avez fait un examen clinique méniscal, mais aussi ligamentaire, musculo-tendineux, bilatéral et comparatif toujours, vous allez vous poser la question des examens paracliniques. Dans les examens paracliniques, retenez qu'il faut toujours une radio. En première intention, c'est une radio avec les fameuses incidences en Schuss que vous voyez en troisième position ici et qui sont en bas sur la slide. Ces incidences en Schuss, elles décompensent, elles démasquent l'arthrose postérieure. Et vous voyez qu'au-dessus, même si on devine déjà l'arthrose fémoro-tibiale médiale, on la voit vraiment aisément sur l'incidence en Schuss. Et souvent, ces radios-là, elles vont vous suffire. Vous n'aurez pas besoin d'une IRM. Le patient a 50 ans, il décrit une douleur depuis 4-5 mois. À l'examen clinique, vous avez un signe douloureux à la palpation de l'interligne, pas de vraie instabilité en dynamique. Vous faites la radio, vous voyez l'arthrose, c'est fini. On est dans le traitement de l'arthrose. Et il ne faut pas forcément lire la conclusion du radiologue qui dit il y a de la gonarthrose sur la radio, peut-être à compléter si besoin par une IRM. Vous voyez, en bas, il met à compléter à besoin si une IRM. Si on complète par une IRM, ça va nous apporter rien du tout. Ça va nous montrer l'image que vous voyez en bas à droite, c'est-à-dire une arthrose à l'IRM. Sauf que certains radiologues vont décrire ça comme une lésion méniscale. C'est tout sauf une lésion méniscale. C'est ce qu'on appelle l'extrusion du ménisque. Le ménisque ici ne joue plus du tout son rôle d'amortisseur. Il est chassé de son espace entre le fémur et le tibia et il ne sert plus à rien, entre guillemets. Donc l'enlever ou le laisser, ça ne change rien et ça, c'est Alexandre qui vous en parlera. Donc le rôle qu'on a, nous, en tant que cliniciens, ça va être de démasquer cette lésion dégénérative. La lésion traumatique, Jérémy et Mathieu en parleront sur l'aspect chirurgical, elle est plus facile à démasquer. C'est un sujet jeune, il décrit vraiment un accident sportif ou autre, et c'est plus facile de le prendre en charge et d'aller parfois jusqu'à la chirurgie. Mais cette lésion méniscale dégénérative, elle est très importante. Vous devez la démasquer dès l'interrogatoire, antécédents, chronologie de la plainte, méniscal symptômes. Vous devez la confirmer à l'examen clinique. Je retrouve une douleur, pas forcément d'instabilité au drosso-méniscal sur un genou globalement inflammatoire, préarthrosique, et je le valide par la radio, pas par l'IRM. Je le valide par la radio et je vous mets encore cette publication en dessous qui dit que le ménisque n'est pas innervé. À rares endroits, il est innervé. Mais ce qui entraîne la douleur, c'est surtout les conséquences de la lésion méniscale, l'inflammation, l'œdème, l'épanchement. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous faire passer comme message. C'est assez court volontairement. Je pourrais donner Jérémy à mon mail et pourra me transférer les questions et je pourrais envoyer une présentation plus longue sur l'examen clinique du genou. Mais l'idée, c'était de vraiment vous faire passer quelques messages là-dessus. Et je passe la parole à Alex avec MyPA. Merci beaucoup Thibaut. Je te laisse faire la manipulation pour mettre Alexandre en conférencier. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, n'oubliez pas pour l'outil converser, vous mettez bien les questions sur le son ou l'image. Et servez-vous de l'outil questions-réponses, QNR, pour mettre les questions. En attendant que Thibaut fasse les manipulations, moi, je vais faire un témoignage. Moi, en fait, je me suis lésé le ménisque cet été. J'ai appelé Thibaut. Je lui ai dit enlève-moi ce qu'il faut enlever et puis on y va, c'est parti. Il m'a dit non, on garde. Donc, effectivement, il décrit bien ça. C'est vraiment l'inflammation de la corne qui fait la douleur et pas forcément une nécessité chirurgicale. Donc, c'est vrai que dans la prise en charge, je retrouve exactement mon cas clinique. Donc, voilà. Alexandre, tu as la main? J'ai la main. Hop, je vais partager l'écran. C'est bon, vous voyez bien l'écran? Parfait, le son est parfait, on te laisse y aller. Super. Donc déjà, merci de m'avoir invité. Je suis super content de participer à ce webinaire. C'est toujours très bien organisé par Jérémy. Et là, en plus, c'est sympa parce que au-delà d'être des bons chirurgiens, mes deux collègues pour ce soir sont aussi des amis avec qui on a bossé notamment à la Société française d'arthroscopie junior. Donc, c'est toujours sympa de se retrouver pour ce type de formation. Donc, je vais continuer la brillante présentation de Thibaut. Donc, moi, pour changer, je vais vous recommander aussi de l'IPA, de la bière évidemment parisienne, parce que même à Paris, on fait de la bonne bière avec la Démory de Paris. Donc, on en a parlé, enfin Thibaut nous en a parlé. Voilà, c'est vraiment ça le message qu'il faut vous faire passer, je pense, ce soir et qui est souvent
méconnu par un trop grand nombre, c'est que le premier point et le point le plus important, c'est différencier la lésion traumatique de la lésion dégénérative. En effet, on va commencer avec la lésion dégénérative. Donc la lésion dégénérative, il y a un papier qui a été fait, qui fait désormais consensus, qui a été édité par l'ESCA, qui est la Société européenne d'arthroscopie, sous la direction de Philippe Beaufils, justement sur la gestion de ces lésions dégénératives du ménisque. Qu'est-ce qu'on en a sorti de cette réunion? Eh bien, chez ces patients, il faut bien comprendre quelque chose, et c'est très très important, c'est que le problème chez eux, ce n'est pas le ménisque, mais bien l'arthrose. Donc, chez ces patients, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut traiter arthroscopiquement l'arthrose? Alors, il y a plein de traitements qui ont été décrits, qui ont été utilisés également pendant de nombreuses années, avec notamment le débridement, les lavages articulaires. Éventuellement, certains disaient oui, voilà, je retire les petits bouts libres du ménisque qui peuvent gêner, etc. Ou bien on a tenté de traiter avec des sondes de thermocoagulation les ménisques. Tous ces traitements-là ont été évalués dans une revue systématique de la littérature. Et la conclusion de cette revue systématique de la littérature est que le traitement arthroscopique de la gonarthrose, donc de l'arthrose du genou, n'a aujourd'hui plus sa place dans la prise en charge des patients. Donc, si vous voulez traiter l'arthrose, le traitement, ce n'est pas l'arthroscopie, c'est éventuellement la prothèse de genou, mais pas l'arthroscopie. En tout cas, ça, c'est sûr. Donc, alors pourquoi est-ce que cette arthrose, on ne pourrait pas quand même réparer un peu le ménisque? Ça pourrait nous aider. Eh bien, vous voyez avec cette vidéo de Thierry Boyer, qui est disponible sur YouTube, qui est très intéressante, on comprend très bien pourquoi est-ce que ça n'a aucun intérêt de réparer le ménisque. Eh bien, tout simplement parce que le ménisque ne remplit plus son rôle. Vous voyez, donc là, on va mettre le genou en charge et vous allez voir en fait l'extrusion méniscale apparaître. Donc, quand le genou se met en charge, vous voyez que le ménisque est extru à l'extérieur du genou et donc ne remplit plus son rôle. Donc, ça n'a aucun intérêt de le traiter. Alors, on a fait également des études, enfin, pas nous directement, mais des études ont été faites sur la comparaison, comme vous le pouvez voir, de la ménisectomie dans les lésions méniscales dégénératives en comparaison avec la rééducation. Et on ne retrouvait pas de différence à 6 mois et à 5 ans de recul, pas de supériorité de la ménisectomie versus rééducation dans les lésions méniscales dégénératives. Alors bon, ça déjà, c'est une étude qui est intéressante, mais on est même allé plus loin. Donc on a fait ménisectomie plus rééducation versus rééducation seule. Là encore, pas de différence. Donc dans un papier qui est quand même sorti dans le New England Journal of Medicine, avec 175 patients par groupe, avec un âge moyen de 58 ans, donc des patients âgés, avec donc des lésions méniscales dégénératives. Et on est même allé plus loin. On a dans ce papier proposé en fait une chirurgie blanche, c'est-à-dire une sham surgery. Donc on a fait juste des petites incisions comme si on faisait une arthroscopie chez les patients, plus rééducation, versus ménisectomie plus rééducation. Et là encore, pas de différence. La chirurgie restait donc un simple placebo pour ces patients. Qu'est-ce qu'on retire donc de tout ça? Eh bien, concernant les lésions méniscales dégénératives, Thibaut a commencé à le souligner et c'est hyper important. On en voit encore beaucoup trop souvent des patients de plus de 40 ans qui viennent, qui n'ont pas de bilan radiographique, qui arrivent avec une IRM, des douleurs au genou et qui nous disent voilà, sur l'IRM, il y a une lésion méniscale, alors que ce sont des lésions méniscales dégénératives. Ils viennent donc pour une arthroscopie et malheureusement, les traiter n'a aucun intérêt. Donc, systématiquement, chez les patients de plus de 40 ans avec des gonalgies, toujours commencer par un bilan radiographique et s'il y a un pincement, il n'y a pas de place pour l'IRM. Voilà. Donc la prise en charge médicale de ces patients, parce qu'on ne va quand même pas les abandonner, eh bien, il va falloir se tourner vers on peut avoir recours au traitement non pharmacologique. Donc la cryothérapie est efficace, la perte de poids bien sûr, l'entretien articulaire, l'activité physique raisonnée et non pas intensive, la rééducation, comme on l'a vu dans les papiers précédents, éventuellement un bilan postural avec la possible prescription de semelles en cas de grand génuvarum ou génuvalgum. On peut également proposer des traitements symptomatiques oraux avec des INS et des antalgiques. Et enfin, des infiltrations peuvent être proposées. Une des indications où le PRP garde actuellement sa pertinence, c'est justement le cas de la gonarthrose débutante, où donc chez ces patients-là, les injections de PRP peuvent être proposées.
Ensuite, donc dans le cadre de la lésion méniscale traumatique, on va donc avoir recours à l'IRM. Et là, un des points qui est souvent problématique pour les praticiens, c'est la définition précise de la lésion. Et ça, c'est très important parce que pour bien traiter un patient, il faut bien définir sa lésion. Pour commencer, on va définir le ménisque lésé, donc le ménisque médial ou latéral, qui ont donc une forme de C ou une forme de O. Il va ensuite falloir définir quelle zone est touchée. Donc, dans un ménisque, classiquement, on a tendance à décrire le segment antérieur, moyen et postérieur et la racine antérieure et postérieure. Ça, c'est pour la zone. Ensuite, en fonction de la localisation dans la zone, donc segment antérieur, moyen ou postérieur ou racine, on définira si la lésion est plutôt centrale ou périphérique. Ça a une importance majeure parce que, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la vascularisation du ménisque vient de la zone périphérique. Donc, plus la lésion est périphérique et plus elle est vascularisée et donc plus elle a de chances de pouvoir cicatriser en cas de réparation. Ensuite, on va s'attacher à décrire le type de lésion. Donc, on va avoir les lésions longitudinales. Donc, vous voyez à ce niveau-là, au niveau du segment postérieur du ménisque médial, les lésions longitudinales ou verticales, qui peuvent évoluer vers des anses de saut, avec donc une luxation de la partie centrale de la lésion, qui va se retrouver au niveau de l'échancrure intercondylienne à ce niveau-là, et qui peut créer un flessum irréductible chez ces patients. Ensuite, on a la lésion horizontale, qui est assez classiquement retrouvée dans les lésions méniscales dégénératives. Donc, vous voyez, lésion horizontale, ici, un segment postérieur également. On peut avoir également une lésion radiale, donc une lésion dans l'axe du rayon, si on définit le ménisque comme un cercle. C'est donc ces lésions radiales qu'on voit ici sur un segment postérieur de ménisque externe. Enfin, on a les languettes, donc c'est des lésions qui partent de la région centrale et qui s'étendent vers la région périphérique dans le ménisque. Dans le cas où on a l'association de plusieurs types de lésions, on parle de lésions complexes et on définira sa composante principale. Et enfin, le plus important, ne pas oublier de rechercher des lésions associées. Principalement, on recherchera une atteinte du pivot central et, bien entendu, comme on l'a dit plusieurs fois avec Thibaut, la recherche d'une éventuelle atteinte cartilagineuse qui doit vous faire tourner les yeux de la lésion méniscale pour vous poser la question si ce n'est pas plutôt l'arthrose qui est la cause des douleurs chez vos patients. Au total, retenez bien, plus de 40 ans, radiographie avant tout, pas d'IRM en première intention. Et enfin, définissez bien les lésions si vous voulez bien les traiter. Lésions traumatiques versus dégénératives, c'est le plus important. Le type de ménisque touché, la zone, le type de lésion et recherchez bien les lésions associées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandre. Il y a une question, effectivement. Tu parles des infiltrations dans les traitements, la Oui. PRP également. Est-ce que la visco peut avoir un intérêt sur le ménisque ou seulement sur l'arthrose? Alors, donc, pour ce qui est de l'infiltration, si vous infiltrez en intra-articulaire, la viscosupplémentation n'aura pas de propriété autre qu'une propriété antalgique. Ça ne peut pas faire cicatriser le ménisque. Donc, s'il y a une lésion méniscale traumatique, la viscosupplémentation n'a pas sa place. S'il y a une lésion méniscale dégénérative, elle a simplement un rôle d'antalgie pour les lésions arthrosiques surajoutées. Et dans ces cas-là, ça ne traite pas le ménisque, ça traite la douleur simplement. Euh, J'en profite pendant que Alexandre donne la main à Jérémy ou Mathieu euh, pour poser la question à Alexandre, question polémique. Parfois, on voit sur les réseaux, etc., notamment LinkedIn, des gens parler de cellules souches. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Il faut faire très très attention. Les lésions méniscales dégénératives, c'est une pathologie extrêmement fréquente, comme tu l'as montré, qui est souvent asymptomatique et qui s'inscrit souvent dans le cadre du genou arthrosique. Aujourd'hui, le seul traitement, on va dire, étiologique du genou arthrosique, c'est la prothèse de genou. Donc, on n'a pas de traitement très efficace de ces lésions cartilagineuses dégénératives. Donc, aujourd'hui, il y a
tout un business autour de ces lésions dégénératives, avec parfois des messages qui sont véhiculés et qui ne sont pas corrects. Je pense notamment à l'effet du PRP, qui est parfois décrit comme capable de régénérer le cartilage, tout comme les cellules souches. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui régénère le cartilage dans les lésions dégénératives du genou. Et ça, c'est enfin, le jour où il y en aura un, on sera très content. Mais pour l'instant, tous les messages qui véhiculent ça, c'est juste du business et c'est pas vérifié. Thibaut, Thibaut, tu vois l'outil question-réponse, il y a Thomas Gonzalez qui a écrit une question qui me semble intéressante, mais comme il décrit un de tes propos, je pense que ce sera plus simple si tu réponds en même temps qu'Alexandre. Euh, En fait, il a eu vent en formation qu'il pouvait exister sur un trauma léger, un blocage du ménisque qui entraîne le ménisque symptôme, qu'apparemment Thibaut a déjà décrit. Ce blocage méniscal qui pourrait être corrigé par le patient lui-même ou bien par le praticien avec une technique de thérapie manuelle, sans entraîner de symptômes par la suite. Donc lui, en tant que professionnel de santé, il n'a jamais rencontré cette situation, mais vous voudrez savoir plus de précision là-dessus. Est-ce que vous connaissez ce phénomène de blocage-déblocage qui n'est pas pathologique? Et est-ce que ce phénomène, il faut poursuivre les investigations, un arrêt de sport? Qu'est-ce qu'il faut faire en CAT, en conduite à tenir? Ouais, alors Mathieu va en parler sur la ménisectomie économe. Quand on parle du blocage méniscal, c'est peut-être qu'il y a une languette qui s'est détachée du ménisque, du corps du ménisque, et que cette languette, elle peut entraîner des blocages. Qu'est-ce qu'il faut dire à nos patients? Il faut juste dire, si jamais ce blocage te gêne, on peut le traiter en retirant la languette et seulement la languette. Ils peuvent se bloquer et après la languette venir se fixer à un endroit et ne plus gêner le patient. Mais ce qu'on traite, c'est un symptôme, une fonction. Et donc, on traitera fonctionnellement un patient qui se plaint de blocage. Et c'est sur l'arrêt de sport, il faut dire à son patient, arrête le sport si tu es gêné. Fais ce qui est confortable pour toi, dans les limites de tes douleurs, dans les limites de tes blocages. Et il y a des patients qui vont se plaindre d'une fois d'un blocage, la languette va se fixer à un endroit, ne plus le gêner, et dans ce cas-là, on le laisse tranquille. On ne traite que le symptôme que le patient décrit. Mais Mathieu va en parler. Alexandre, tu as donné la main à Mathieu? J'ai donné la main à Jérémy. C'est Mathieu qui commence? C'est le moment. Top. Maintenant. Merci beaucoup. D'accord. Ouais, c'est impeccable cette question, elle tombe au bon moment de la part de Monsieur Gonçalves. Par rapport à justement, on a bien parlé et je pense que c'est important d'avoir souligné le fait qu'il y ait beaucoup de lésions méniscales dégénératives qu'il ne faut pas opérer. En revanche, il y en a certaines qu'il faut opérer. Est-ce que vous voyez mon écran apparaître en diaporama ou pas du tout? Là, pour l'instant, il n'est pas encore en diaporama, mais des fois, il y a un petit temps de… C'est ce que j'ai l'impression aussi. Icône, voilà, c'est là. Voilà, parfait. Voilà, c'est parfait. Déjà, c'est un apéro webinar sur le ménisque. Néanmoins, il y a deux personnes qui ont insisté fortement pour la bière et pour l'IPA. Moi, on est aujourd'hui à Bordeaux et je pense qu'il faut insister pour le vin. Et nous, on a tendance à boire des vins relativement modérés dans la région. Moi, j'opterais plutôt pour des vins tanniques en accord avec une bonne viande rouge type Syrah ou allons même vers le Malbec pour le vin argentin, voilà, pour ce qui est de l'apéro. Comment on prend en charge aujourd'hui une lésion méniscale en 2020? Alex et Thibaut en ont bien parlé et je pense qu'ils ont bien fait la différence entre les différents types de lésions méniscales. Et pour moi, c'est ça. La priorité, c'est de savoir différencier de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un sujet de plus de 40 ans qui fait du running, comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran, et qui vient parce qu'il a mal au genou en interne de manière préférentielle avec une lésion méniscale dégénérative. Et Alex vous a super bien détaillé ces lésions-là qui étaient vraiment un stade de pré-arthrose et qui n'étaient pas du tout à prendre en charge chirurgicalement dans un premier temps, mais vraiment à prendre en charge comme de l'arthrose avec un traitement médical ou une lésion méniscale traumatique, comme vous pouvez le voir. Ansu Fati, c'est une image qui date du week-end dernier, hein, le milieu droit du Barça, qui s'est fait une lésion méniscale traumatique sur un tacle et qui a été suturé il y a très peu de temps. C'est vraiment deux sujets différents, deux populations différentes et deux pathologies complètement différentes. On n'abordera pas dans ce topo les lésions congénitales qui sont
préférentiellement des sujets asiatiques et le ménisque discoïde, dont vous avez peut-être entendu parler et dont on ne parlera pas ici parce que pour nous, c'est très rare à traiter et très peu abordé dans notre, on va dire, problématique quotidienne. Donc voilà, ça, c'est ce que Alex a énormément débriefé avec vous, c'est les lésions méniscales dégénératives. En fait, c'est de l'arthrose. Vous voyez bien sur ces images, il y a des lésions au niveau du fémur, il y a des lésions au niveau du tibia, au niveau des cartilages, on le voit bien, et un ménisque qui est complètement effiloché, qui n'est pas beau et qui a beaucoup été usé par le temps et qui est absolument pas réparable. Donc le problème, c'est absolument pas le ménisque, c'est ces sujets-là de plus de 40 ans, mais l'arthrose. Et en fait, la prise en charge, bien entendu, par rapport à tout ce qu'il vous a montré, elle doit être médicale et j'aurais même envie de dire paramédicale. Et vous intervenez de manière préférentielle et kinésithérapeute pour ces gens-là, avec un traitement rééducatif d'emblée, de la cryo soit, mais aussi les motiver à la perte de poids, avoir un entretien articulaire constant et lutter contre le flessum, une activité physique régulière avec un entretien et un renforcement du bas médial et la lutte contre les attitudes varaisantes d'une manière générale. Effectivement, il y a des traitements de fond comme l'infiltration et d'autres perspectives qui sont à discuter comme le PRP dans l'arthrose précoce qui ne sont pas le sujet aujourd'hui, mais on pourra discuter à mon avis dans les années à venir et qui sont très étudiés pour le moment. Mais vraiment, sur ces gens-là, on intervient uniquement dans un second temps. Et la question est, est-ce que pour les lésions méniscales dégénératives, la méniscectomie a-t-elle encore sa place? Thibaut vous l'a bien dit, Alex vous l'a rappelé. Effectivement, on fait beaucoup trop de ménisectomies en France. Est-ce qu'on en fait encore? Est-ce qu'il y a encore une vraie place à la ménisectomie aujourd'hui? Et la réponse est oui, il y en a une et une seule. Et Monsieur Gonzalez l'a justement évoqué juste avant. C'est quoi? Ces blocages, déblocages du genou qu'on peut percevoir que lui n'a pas jamais eu en consultation. Et ben, c'est cette languette. C'est cette petite languette méniscale que vous voyez au milieu du genou, complètement bloquée, que vous voyez encore mieux là, qui est comme on va dire un petit appendice, qui est en fait, c'est une portion du ménisque postérieur qui s'est complètement détachée et qui va aller et venir au milieu du genou et les gens s'en plaignent et c'est ça la symptomatologie typique du blocage où les gens sont douloureux, ressentent une gêne éclair, une douleur qui dit ah j'ai eu mal en interne brutalement d'un coup, ça c'est allé et venu, ça a duré pendant 2 jours, ensuite ça allait mieux, mon genou a très légèrement gonflé. Et en fait c'est ça la seule bonne indication aujourd'hui de la ménisectomie pour moi. Vous voyez sur cette vidéo, c'est ces lésions là, c'est cette languette qui est luxée entre le ligament latéral interne, collatéral médial dans la nouvelle nomenclature, et l'interligne articulaire. Vous voyez là avec le crochet, on la débloque. Et là, il y a toute une portion qui est la zone blanche-blanche du ménisque, en gros qui est non réparable parce que non vascularisée et qui ne cicatrisera pas, surtout pas sur un ménisque de patient de plus de 40 ans. Et je vais vous montrer, en fait, la seule bonne indication de ménisectomie, c'est celle-là. Vous la voyez, la languette, là, elle est déjà déluxée et elle n'est plus rattachée du tout au niveau postérieur. On peut l'amener, elle va et vient en fait au milieu du genou avec un crochet. Et en fait, c'est la seule indication de la régulariser. On prend des instruments nécessaires, vous voyez, sous arthroscopie. Là, c'est en l'occurrence un petit shaver, c'est-à-dire un rasoir motorisé qui va permettre d'enlever cette lésion-là. Et c'est vraiment une ménisectomie économe et partielle. En aucun cas, on va enlever autre chose que cette lésion. Donc, on va uniquement enlever cette languette et laisser l'intégralité du ménisque restant qui joue et assume toujours son rôle d'amortisseur des contraintes. D'accord? Donc, quand on va comme ça proposer une ménisectomie dans ces rares cas de gens qui ont des blocages méniscaux sur des ménisques dégénératifs ou ça peut arriver très bien sur des lésions traumatiques d'un sujet jeune, ces cas de languette méniscale mais qui ne sont pas réparables, c'est notre seule bonne indication de ménisectomie. Toujours et toujours, après avoir proposé une prise en charge médicale, et d'après ce que vous a dit Alex, en 2017, on a quand même demandé aux gens d'infiltrer les gens, de les rééduquer, d'attendre 3 mois avant de proposer ce type de geste. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment la seule bonne indication. Et je pense que la grande majorité des lésions méniscales traumatiques doivent être suturées. La grande majorité des lésions méniscales dégénératives doivent être prises en charge par un traitement médical et paramédical. Et je vais laisser la main à Jérémy Cognot, pardon, sur la prise en charge des sutures méniscales et de la prise en charge des lésions méniscales traumatiques. Merci Mathieu. Je vous J'ai en bien prie. reçu. J'essaye de... Comment je passe la main à Jérémy? C'est bon, Jérémy, tu peux y aller ou pas? Il faut que tu cliques à droite sur plus et nommer administrateur. Ok, je te nomme tout de suite.
Pendant qu'on me donne administrateur, merci à tous pour l'invitation. C'est toujours sympa de retrouver les copains avec qui on avait effectivement monté la Société française d'arthroscopie junior. De Lyon, petit conseil apéro pour commencer, pour faire la transition. À Lyon, on dit qu'il y a 3 fleuves qui coulent. Il y a le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Donc, un peu chauvin sur les bords, je vais être obligé de vous proposer ça avec un peu de charcutaille, des gratons et surtout, par contre, ça permet de faire une transition, ne pas fumer parce que le tabac est un ennemi juré de votre cartilage pour le cartilage des patients et de la suture méniscale en général, parce que la vascularisation du ménisque est assez précaire et le tabac va diminuer cette vascularisation et va complètement gréver le résultat de notre chirurgie. Je crois que c'est Jérémy. Désolé, mon vieux, j'arrive pas du tout à te passer un administrateur. Je suis sur Plus et j'ai pas la main sur. Je peux te passer en direct sur YouTube si tu veux. Si tu as une chaîne, je pense que ça te fera Alors, grand plaisir. pour le coup, je pense que Jérémy, tu peux réessayer là pour voir. Alors, je réessaye, partager l'écran. Ça y est, ça vient de passer. Donc, vous devriez voir apparaître ce qui est un mâchon qui se fait habituellement plutôt en fin de matinée, ce qui a été remis à l'honneur avec les confinements et l'arrêt des restaurants le soir. Et ça, c'est le mâchon lyonnais, comme on peut le faire, mais on peut le refaire le soir aussi. Mais il faut éviter de le faire 2 fois dans la même journée. Donc voilà pour ce qui est de notre introduction. Donc le but, c'est de sauver les ménisques. Alors, on va le faire un peu de manière ayatollah. On essaye de sauver le plus de ménisques possible. On essaye de tout sauver et vous allez comprendre pourquoi. On part d'un dogme assez lointain. Il y a plus de 50 ans, Smiley, qui était un chirurgien qui avait une très très grosse réputation. Pour lui, le ménisque était simplement un corps étranger dans le genou. Il gênait. Et donc, si on en voyait un, eh ben, il fallait l'enlever en entier, pas de quartier, on enlevait tout. Et aujourd'hui, on est plus modéré avec ça. Vous avez entendu qu'il ne reste même quasiment qu'une seule indication pour la méniscectomie. L'état des lieux, il est encore assez effrayant parce qu'il y a les habitudes sur la chirurgie méniscale, notamment sur la reconstruction de LCA, avec des méniscectomies qui sont hyper fréquentes. Ça va changer, mais il faut qu'on en parle. On en parle beaucoup. On voit là des stats complexes avec des références bibliographiques, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ce qui est de l'information médicale, quand elle arrive au plus haut niveau, on va dire, chez les chirurgiens ultra spécialisés du genou, il faut ensuite que cette information, elle tombe auprès de tous les chirurgiens orthopédistes, et ensuite, il faut que cette information, elle devienne normale pour les chirurgiens, puis pour les médecins et les kinés et tous les professionnels de soins de l'appareil locomoteur, pour que finalement, ça tombe dans la population générale. Et en fait, ce qui aussi, à mon avis, freine l'avènement de l'arrêt des méniscectomies, c'est les patients qui viennent pour une méniscectomie. Et en fait, ils viennent en consultation, ils ont déjà tout prêt, limite, ils ont déjà pris leur douche à la bétadine et ils ont mis leur genou dans un seau de bétadine également. Ils viennent avec l'instrument en disant « Docteur, je viens vous voir pour vous m'enlever le ménisque ». Alors nous, on reprend calmement en consultation, on leur demande « Mais quelle est votre plainte? Depuis quand? Comment? Est-ce qu'il y a un élément fondateur? Est-ce qu'il y a un moment où vous avez senti votre genou craquer ?» Parce que l'histoire du patient, et Thibaut l'a bien dit, commence surtout, et notre examen clinique commence surtout par notre oreille. Et donc, on va faire parler le patient, on va lui demander ce qui lui est arrivé pour comprendre où il en est et comment il en est là. Et notamment, est-ce que le genou est stable, instable? Et on voit la catastrophe si notamment le genou est instable, le patient a déjà une première entorse, puis il a eu de mal un peu de plus en plus. Si on va sur ses genoux et qu'on leur enlève les ménisques, alors là, c'est une catastrophe. On se retrouve avec des pincements à long terme qui sont monstrueux en interne et en externe, et avec une qualité de vie chez ces patients qui va se dégrader. Et en fait, c'est qu'on a tiré trop tôt, il y a un certain temps. Et donc la catastrophe, alors ça c'est un exemple parmi tant d'autres, on a déjà vu cette slide tout à l'heure, c'est la chondrolyse rapide. Elle est surtout liée à la perte de fonction du ménisque, et donc typiquement, si on a touché au ménisque externe, qui est beaucoup plus sensible que le ménisque interne à ce genre de choses, ça donne des catastrophes sur le plan fonctionnel pour les patients. Le SIMPO de la SFA en 2014, sur l'arthrose à plus de 10 ans, quels étaient les facteurs qu'on a pu isoler comme entraînant le plus d'arthrose? L'âge, quand il est plus de 34 ans, s'il y a une extérité résiduelle sur le genou, s'il y a des lésions cartilagineuses et surtout s'il y avait une méniscectomie. Donc, je crois que ça, c'était plutôt assez clair pour nous tous, de se dire on va peut-être se calmer.
Mais alors, qu'est-ce qui change avec la suture? Pourquoi on va garder le ménisque et qu'est-ce qui change vraiment? Eh ben, ce qui change le plus, c'est les suites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est plutôt plus jeune chirurgien, parce que les sutures, elles sont plus faites par les jeunes chirurgiens, ce qui n'est pas complètement vrai, parce que je ne vais pas me faire taper dessus par nos pairs un peu plus âgés, mais globalement, on a été plus élevé dans le message de conserver les ménisques au maximum. Et les suites sont différentes. Et les patients, c'est pour ça que je vous ai fait l'histoire de l'information médicale pour qu'elle tombe jusqu'au patient, et peu de temps avant au kiné, c'est de se dire, ah, je me suis fait opérer d'un ménisque par Cogneo et ça va pas bien. En tout cas, j'ai mis 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois à aller bien. Mais attention, on ne parle pas de ménisque, on parle de lésion méniscale dégénérative avec une petite languette. On fait une arthroscopie et 10 jours après, on n'en parle plus. Ce qu'a eu le voisin, Bernard, qui lui allait bien au bout de 10 jours quand il a été opéré par un confrère de Jérémy Cogneo. Ou alors, est-ce que c'est la suture méniscale à 25 ans sur un épisode traumatique, où là, on a fait une grosse suture méniscale avec des suites opératoires qui sont pénibles, où il faut préserver cette suture qui est fragile le temps que le ménisque cicatrise. Et donc, les suites sont complètement différentes et on ne parle plus de ménisque, on parle de résection méniscale ou de suture méniscale. Et c'est tellement différent qu'il faut changer les habitudes, et ça, c'est un vrai point, et finalement, quelque part, un peu la réputation, parce que si on est le chirurgien du ménisque, où tous les patients ils mettent 1 mois et demi, 2 mois à galérer avant d'aller bien, et ben, quand on est un jeune chirurgien installé dans une ville un tout petit peu concurrentielle comme Bordeaux, Paris ou Lyon, au hasard, ben, c'est quand même assez difficile au début de passer du temps à expliquer pourquoi on va faire ça. Et finalement, sur une chirurgie méniscale, notamment de réparation méniscale, mon temps de consultation en pré et en post-op, il dure plus longtemps que mon temps chirurgical. Quand faut-il suturer? Eh bien, à chaque fois que possible. Pourquoi il faut la tenter? Eh bien, parce que, en fait, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, le patient va encore mieux. Pour ce qui est du croisé, on regarde que ça, et tout à l'heure, on a fait l'inverse quand Alex nous a dit « oubliez le ménisque, regardez le cartilage », eh ben nous, c'est « oubliez le croisé, regardez les ménisques », parce que tout va ensemble pour la bonne fonction du genou. Et donc, la réparation, dans tous les cas, il faut tenter. Les résultats précoces sont meilleurs sur le retour au sport, les tests isocinétiques sont identiques. Les résultats cliniques, ce que vous pouvez lire pour les détracteurs, c'est qu'après une réparation méniscale, il y a plus de réintervention, c'est vrai, parce qu'il y a des échecs, mais les résultats cliniques sont meilleurs. Et au final, pourquoi on va tenter? Parce qu'en médecine, on réfléchit toujours de la même manière, la balance bénéfice-risque. Et au final, si ma suture méniscale elle n'a pas marché, eh ben, il est toujours temps, 2, 3, 4 mois, voire 2, 3, 4 ans, voire 10, 20, 30 ans plus tard, d'enlever le morceau de ménisque qui aura recassé. Mais au pire des cas, une petite anesthésie générale chez quelqu'un de jeune, sans antécédent particulier. Un geste qui va durer un quart d'heure, 20 minutes, peut-être une demi-heure si jamais c'est un peu compliqué d'accès. Bon, bah, globalement, est-ce qu'on a pris un gros risque? Non. Est-ce que le bénéfice, il était élevé? Oui. Donc, il n'y a plus de débat. La balance bénéfice-risque, elle est que positive. Donc, ça marche plus longtemps, on a moins d'arthrose à long terme. Et même si le ménisque, parfois, il ne tient que par un fil, si on peut se permettre l'expression, eh bien, il joue son rôle. Alors, il n'est pas cicatrisé, mais il est en place. Alors, ça vaut le coup. Malheureusement, un jour, il va recasser. Parce que si sa vie ne tient que par un fil, au bout d'un moment, ce fil va faire fil à couper le beurre et va nous déchirer le bout de ménisque. Donc, ça va redéchirer. On va devoir réopérer le patient. Mais si on a gagné 2, 3, 4 ans d'espérance de vie pour le genou, eh ben, c'est aussi 2, 3, 4 ans en bonne santé, ce qui est très intéressant. Et ça, pour le patient, c'est un moment où il a fait du sport correctement et c'est vraiment très intéressant. Les sutures méniscales, là, on vous montre une technique avec ce qu'on appelle une technique all-inside, où on va avoir une petite encre qu'on jette derrière le ménisque, qu'on passe à travers la lésion, une deuxième encre qu'on jette de l'autre côté, et entre les deux, on va avoir un nœud coulissant qu'on va appliquer contre le ménisque et qu'on va serrer avec un pouce-nœud, coupe-nœud. On enlève le fil qui dépasse parce que c'est pas très élégant de le laisser. Et donc cette lésion qui ressemble à ça avant, toute ouverte, eh bien, elle est fermée en fin d'intervention. Il existe quasiment autant de techniques de suture chirurgicale que de chirurgiens. Pour autant, il y en a quelques-unes qui sont plus efficaces que d'autres et plus simples. Là, je vous montre par exemple une suture un peu atypique, mais c'était juste parce qu'on voyait bien un nouveau type d'encre qui va peut-être être intéressant, j'en suis pas sûr, mais on verra. C'est une encre molle, elle est dans le fourreau de notre pic.
c'est en fait une pelote qui va se déployer derrière. Ça évite de mettre des petites ancres derrière le genou. Globalement, je ne suis pas sûr que ça ait un grand intérêt, mais c'est un matériel qui a l'air d'être prometteur. Et là, vous voyez que je vais piquer sous le ménisque, parce que la lésion était plutôt sous-méniscale, avec un hiatus poplité un peu élargi. Et là, je vais piquer derrière dans le tendon poplité, parce que c'est une zone assez safe pour pouvoir suturer les ménisques externes. On va avancer un peu cette vidéo. Une fois qu'on a piqué dans le ménisque, on va tirer. Et puis, bon, cette encre a la particularité d'avoir 2 fils différents. On tire sur le premier pour déployer l'encre. Vous voyez surtout qu'on voit bien le fil coulisser. C'était ça qui était intéressant avec cette vidéo. Et ensuite, on va tirer sur le deuxième fil pour bien appliquer complètement la suture derrière. Et là, on voit bien que quand je tire, je fais venir le mur méniscal postérieur. Et le ménisque, là, il est pinché contre le tendon poplité. C'était un patient qui avait une lésion du croisé antérieur et qui avait ouvert un peu son ménisque externe, qui était trop mobile. Et maintenant, à la fin, avec le palpeur, on va tester notre nœud, on va tester notre ménisque. Et on coupe le bout de fil qui dépasse. Donc, c'est un succès clinique la plupart du temps, sans doute meilleur que ce que les premières publications voulaient bien dire. Les méniscectomies secondaires, c'est pas très grave. Et du moment qu'on a protégé le cartilage, eh ben, on peut être satisfait du travail qu'on a fourni. Et quand ça marche pas, eh ben, c'est ce que je vous ai dit. Même s'il y a un défaut de cicatrisation, le genou, le ménisque peut toujours être efficace. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a une cicatrisation partielle de la lésion, eh bien, si jamais il y a une nouvelle languette, on fera toujours qu'une résection partielle. Et au final, on aura quand même conservé une bonne partie du tissu méniscal pour le patient. Et ça, selon son âge et son niveau sportif, ça peut être très intéressant. Les extensions des indications selon l'âge, eh bien, c'est encore le débat. Jusqu'à quelle date on doit aller? On a des patients qui, à 60 ans, 65 ans, n'ont strictement aucune lésion dégénérative dans le genou, avec un ménisque en bon état, des patients qui ont toujours pris soin de leur genou et qui ont la chance d'avoir un très bon patrimoine génétique. Et donc, je ne me prive pas pour suturer des ménisques dans des genoux comme cela. Par contre, si effectivement il y a des lésions dégénératives partout et que la lésion elle est traumatique, ça reste un genou dégénératif, donc on fait attention. Je vous remonte celle-ci parce que je viens de vous parler de suture, mais cette languette, ce trop joli ménisque bien arrondi, au lieu d'avoir une forme de languette qui vient vers nous, cette languette est coincée sous le LLI et quand on la libère, tac, ça, les sutures bord à bord de ce morceau, ça ne marche pas. C'est impossible, ça ne cicatrisera jamais. Et donc là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est couper ici, au pied de cette lésion, pour l'évacuer. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à mon ami Mathieu. Merci Jérémy. Pendant que tu donnes la parole, juste combien de temps il faut pour récupérer d'une suture? Alors, ça va dépendre de la forme de la lésion, c'est tout le problème. Sur les lésions longitudinales, comme on peut voir habituellement, on va avoir un temps de récupération qui est globalement de 1 à 2 mois selon les patients, c'est assez variable. Et puis, sur les lésions un peu atypiques, genre lésions de la racine méniscale, là, ça peut être beaucoup plus long, avec notamment des périodes de décharge d'appui. Personnellement, sur des lésions longitudinales, des anses d'osso complètes, avec un tissu méniscal qui n'est pas forcément de très bonne qualité, et chez un patient jeune qui n'a pas de problème d'épaule, j'hésiterai pas à le faire béquiller pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, sans poser le pied par terre. Parfois, au-delà des recommandations. Ça dépend aussi du profil du patient. On a dit que l'examen clinique, ça passe quand même beaucoup par l'oreille. Quand on a des patients jeunes, 18, même avant, qui sont un peu tout fous, la décharge d'appui, ça participe également à les calmer, à leur faire comprendre de la problématique de leur genou. Donc, c'est plus forcément pour la cicatrisation méniscale, mais c'est pour un tout. Et puis, pour les racines méniscales qui sont là, sont des sutures vraiment précaires, on peut aller jusqu'à 1 mois et demi sans appui. Mathieu, je me permets juste une dernière question pour la suture. Donc Jérémy, pour le coup, là, il y a les kinés qui nous disent quand ils reçoivent les patients post-suture, ils ont des consignes apparemment qui varient un peu entre l'appui partiel, pas d'appui, est-ce qu'on limite la flexion? Est-ce qu'il y a un consensus? Est-ce que c'est différent en fonction s'il est interne ou externe? Est-ce que tu peux informer ça? Oui, les deux compartiments ne se comportent pas de la même manière. Il n'y a pas le même mouvement méniscal, il n'y a pas le même jeu, notamment à la flexion. Certains cherchent pas à comprendre et standardisent en mettant des limitations de flexion.
il faut savoir que ce n'est pas des chirurgies très enraidissantes. Donc, au pire des cas, même si on limite la flexion pendant 1 mois ou 2 mois, au pire, le patient il récupérera quand même. Personnellement, j'essaie de simplifier pour ne pas avoir un message trop compliqué. Si c'est des sutures postérieures isolées, je limite à 90 degrés pendant le premier mois et à 120 degrés jusqu'à la fin du deuxième mois. Et j'interdis l'accroupissement total jusqu'à 6 mois, par exemple, pour donner une idée de base. Mais ça reste fonction de la lésion méniscale, de la qualité de la suture, des lésions associées, parce que ça compte beaucoup. Si c'est un genou qui était d'emblée stable ou si c'est un genou stabilisé, à qui on vient de refaire le croisé, on n'a pas les mêmes exigences sur les amplitudes si on vient de refaire le croisé en même temps, ou si encore pire, si on a fait un geste cartilagineux, parce que là, pour le coup, le genou va saigner, on va avoir envie qu'il bouge plus. Donc, non, c'est pas vraiment standardisé. Et puis, il y a aussi encore un peu de pifomètre. Hein. Ça reste aussi un peu un art, la chirurgie. Et nos consultations péropératoires et surtout la façon dont se comporte le patient, en tout cas, pour moi, peut parfois changer mes suites. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu. Pour toutes les questions qui ont été posées, hein, on les posera à la fin de l'intervention de Dr Sanchez. Vas-y Mathieu, je te laisse la parole. Ouais, merci Jérémy. C'est super, on va dire, honnête ce que vient de dire Jérémy par rapport aux suites. Et on a très souvent ces discussions-là avec nos amis kinés.